Bienvenue sur Ici Beyrouth. La suspension officieuse des négociations entre le Liban et Israël autour du tracé des frontières maritimes n'a pas empêché une plateforme gazière d'arriver dimanche sur le champ de Karish, où elle doit entamer l'exploitation de gaz pour le compte d'Israël. En mars dernier, l'émissaire américain avait présenté une offre écrite aux autorités libanaises, restée depuis sans réponse. Les négociations butent sur la ligne devant servir de point de départ. Le Liban retient officiellement une zone délimitée au sud par la ligne 23, prévue par le fameux décret 6433 de 2011, mais l'armée avait également attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter la ligne 29, une ligne largement plus favorable pour le Liban que la ligne 23. Le projet d'amendement sur cette base du décret 6433, transmis par le cabinet au président de la République en avril 2021, n'a jamais été signé et l'armée s'était implicitement retirée de ces négociations, en partie sous des pressions soupçonnées du Hezbollah. Même si la teneur de l'offre de Hochstein n'a pas été officiellement révélée, elle se baserait sur un tracé dévié de la ligne 23 qui donne au Liban le champ de Cana, mais ampute une grande partie du bloc numéro 8. Comment expliquer dès lors l'inaction des autorités libanaises qui, d'une part, s'abstiennent de défendre la ligne 29 et de l'autre, refusent de répondre à l'offre de Hochstein? Et quel est l'effet politique et légal de l'amarrage controversé de la plateforme gazière dans ce contexte? Avec nous pour nous en parler, l'expert en énergie et chargé de cours à l'université, Char Belskaf. Cher Belskaf, merci d'être avec nous pour traiter d'un sujet assez complexe qu'on va essayer de simplifier. Bonjour et merci pour l'invitation. Israël prétend ne pas avoir amarré le navire dans une zone disputée. Sommes-nous dans une zone disputée ou non? Effectivement, donc, Karish fait partie de la zone contestée. Et peu importe où il se situe géographiquement, donc le bateau. Même s'il est dans la partie israélienne, donc il est là pour commencer l'extraction du gaz de Karish. Et si on se base sur la ligne 29, elle découpe en deux donc, le champ gazier Karish. Et le Liban, s'il se base ou bien s'il se proclame la ligne 29, il a droit à une partie de ce gaz. Donc peu importe, pour simplifier les choses, peu importe la situation géographique du bateau, il est là pour commencer l'extraction du gaz à partir de Karish. Mais juste pour comprendre géographiquement, cette zone ne serait disputée que si la ligne 29 est revendiquée comme point de départ des négociations par le Liban. Voilà, donc le Liban a déjà envoyé aux Nations Unies une lettre dans laquelle il mentionne que Karish fait partie de cette zone donc, de conflit, de cette zone contestée par Beyrouth. Mais malheureusement, donc, l'action n'a pas été accomplie à la fin. Donc, il fallait donc changer le décret 6433 et changer donc les coordonnées géostatiques de notre zone économique exclusive au sud. Donc, l'action n'est pas complète. Donc, d'une part, on envoie une lettre aux Nations Unies dans laquelle on mentionne clairement que Karish fait partie de cette zone contestée, mais on ne prend pas de mesures concrètes vis-à-vis donc, du changement de ce fameux décret. Mais donc, quel est l'effet légal de la présence de ce navire? Donc, voilà, donc c'est ça la grande question qui se pose aujourd'hui. Ou bien le Liban doit adopter officiellement la ligne 29, alors on modifie le décret, on adopte les nouvelles coordonnées et on notifie les Nations Unies en se basant donc sur l'article 75 du traité de Montego Bay. Sinon, donc voilà, c'est raté. Donc, on est toujours officiellement positionné à la ligne 23. Mais est-ce que cet amarrage marque un point de non-retour pour le Liban? C'est toujours récupérable. Donc, s'il y a vraiment une intention politique, s'il y a une décision politique prise au niveau donc, du gouvernement, au niveau donc, de la présidence de la République, donc c'est récupérable. Donc, on peut, même si les Israéliens, même si le bateau va commencer à extraire le gaz à partir de Karish, donc le droit est un droit. Même si votre voisin commence le vol ou bien commence à prendre une partie donc, de ce qui est à toi et à lui, donc toujours le droit, il reste un droit, sauf si tu renonces à ce droit. Donc dans ce cas-là, nous sommes dans une nouvelle posture et dans ce cas-là, donc on n'a rien à faire avec la question de ce bateau.
Mais pensez-vous que cette initiative israélienne déjà était une surprise pour les autorités libanaises? Elle était connue plutôt. Elle était connue et ça fait plus qu'un an que le bateau était en phase de construction à Singapour. Et ce bateau, il a coûté plus que 500 millions de dollars. Donc c'était pas vraiment une surprise et tout le monde savait que la compagnie Energy, donc elle était en phase de préparation pour ce bateau qui a comme but essentiel d'extraire donc le gaz à partir de Karish. Et les puits de gaz dans Karish ont été creusés à partir de 2013. Donc on est maintenant dans la phase finale, qui est la phase d'exploitation finale de ce gisement. D'accord. Donc, mais au Liban, comme malheureusement, comme dans tous les dossiers, toujours on est surpris, toujours on est coincé au coin à la dernière minute, malgré donc que c'était vraiment une information qui est connue par tout le monde, et malgré les pourparlers donc qui étaient menés sous l'égide des Nations Unies et en présence de M. Hochstein. Et on se demande aujourd'hui pourquoi le Liban n'a pas répondu jusqu'à présent sur les propos donc, proposés par M. Hochstein. Donc aussi, c'est une question qui n'a pas de réponse. Toujours, on est dans le gris. Donc, c'est une politique qui est adoptée malheureusement par les responsables libanais vis-à-vis du dossier du gaz. On reste dans le gris. Donc, on n'est pas en confrontation directe avec les Américains. On a peur des Américains. D'accord. Et en même temps, on fait perdre le Liban donc des milliards et des milliards de dollars, ou bien des centaines de kilomètres, malheureusement, donc, dans notre mer. Donc même le Hezbollah ne plaide pas pour la ligne 29, qui est censée être une demande pourtant maximaliste du Liban. Comment l'expliquer ? Oui, c'est vrai. Donc, le Hezbollah n'a jamais officiellement donc, supporté la ligne 29. Comment on peut expliquer ce fait-là? Donc, peut-être il ne veut pas être coincé par un fait accompli donc, de cette ampleur, qui peut-être va lui mettre donc, dans une posture de guerre directe ou bien de confrontation militaire directe avec Israël. La ligne 29, comment on est arrivé à la ligne 29? Donc ça, c'est important de l'expliquer si on a le temps, ou bien si vous le permettez. Oui, bien sûr. Donc, avant d'adopter la ligne 23 en 2011, donc, le gouvernement libanais a fait recours au bureau hydrographique britannique, le UKHO, le fameux UKHO. Le UKHO a fait une étude technique et il a proposé 3 lignes. Parmi ces 3 lignes, et dans la logique de l'approche maximaliste, donc la ligne 29, elle était présente donc, dans le plan présenté par l'UKHO au gouvernement libanais. Malheureusement, donc, ce plan n'a pas été présenté au gouvernement, il n'a pas été discuté et il n'a pas été adopté. Donc on a caché ce document, ce précieux document. On ne sait pas vraiment pour quelle raison ce document a été caché. Il n'a pas été présenté pour être discuté et pour être adopté au gouvernement. Et voilà, on est en 2011, on a adopté la ligne 23. Par la suite, à partir de 2014, l'armée libanaise a commencé à former donc, un bureau hydrographique et les officiers libanais ont été formés par des officiers donc, européens, donc, notamment les Italiens et d'autres pays aussi qui ont présenté donc, leur support. Et l'armée libanaise a fait une nouvelle étude technique à partir de 2018-2019, dans laquelle elle a trouvé les mêmes constatations que les constatations britanniques. Donc, elle a nommé cette ligne, la ligne 29, qui a été auparavant par les Britanniques, donc par le point A. Donc, la limite extrême de la ligne 29, elle a été par les Britanniques le point A. D'accord. Et l'armée libanaise a demandé, comme vous l'avez mentionné, au ministère de la Défense de notifier le gouvernement que le Liban a besoin donc, de modifier les coordonnées de la zone économique exclusive sud, même avant le début des négociations indirectes à Nakoura. Donc, on n'a pas attendu le début des négociations pour dire « Ah, voilà, on a la ligne 29 ». Donc, vraiment, c'était... si on voit la chronologie des choses, vraiment c'était un travail cumulatif, un travail qui a été bien fait et qui est en conformité avec les constatations britanniques. Et on sait, d'ailleurs, le UKHO, c'est quoi le UKHO? Donc ça fait partie du ministère de Défense britannique. Donc le Liban... Même s'il fait des études maritimes, mais le UKHO, ça fait partie donc, du ministère de Défense britannique. Donc le Liban avait toutes les chances de son côté. Certainement. Même avant, peut-être pourquoi on le nomme Karish. Si on a adopté la ligne 29 en 2001, peut-être Karish se nommait Cèdre ou bien une autre nomination libanaise. Pourquoi Karish? Donc Karish est une nomination juive.
D'accord? Donc, on voit le manque de décision, ou bien la complicité donc, des responsables libanais dans ce dossier, le manque de savoir-faire, le manque de compétences vraiment dans le dossier, donc, a amené le Liban vraiment vers des... Complicité avec quoi? Avec qui? Les intérêts de qui? De quoi? D'Israël? On ne sait jamais, on sait jamais. Donc, on n'est pas là donc, pour juger les gens, mais on constate, on observe, on fait des recherches, d'accord? Donc, jusqu'à présent, les Israéliens ont plus de 10 gisements opérationnels. On a une autonomie au niveau du gaz en Israël. Israël exporte son gaz vers la Jordanie, vers l'Égypte, où il est liquéfié, et à partir de l'Égypte, Israël peut actuellement donc exporter son gaz vers l'Europe, vers l'Asie, ou bien vers tous les pays du monde. En même temps, ce qui se passe au Liban, nous sommes un pays qui est en faillite. On n'a plus les moyens, donc les plus simples moyens de la survie. On n'a plus d'investissement, on n'a plus d'investisseurs, on n'a pas d'électricité. Et on laisse une question stratégique qui a une ampleur économique maximale, voilà, s'envoler comme ça. Mais d'une manière plus concrète, plus pragmatique, et j'imagine que vous avez évidemment des informations à ce sujet, cet amarrage du navire qui n'a pas pris de court les autorités libanaises, révèle-t-il un accord tacite sur le tracé des frontières maritimes, un marché peut-être qui aurait été conclu? Jusqu'à présent, et ce n'est pas un secret, donc la majorité des responsables libanais donc, sont contre la ligne 29. Et c'est une grande question, c'est une grande inconnue. Ils n'osent pas dire pourquoi ils sont contre la ligne 29. D'accord? Donc, au point de vue, comme nous savons, donc, la délimitation des frontières, il a deux dimensions. Une dimension donc, qui est technique, et sur le technique, on ne peut pas donc, être contre les déclarations ou bien les études britanniques ou bien contre les études de l'armée libanaise. Le technique, c'est une technique, donc c'est quelque chose d'objectif. Voilà, quand on arrive à la politique ou bien à la souveraineté, car la délimitation des frontières aussi a un volet donc, qui révèle de la souveraineté du pays. Voilà, on est ici dans l'ambigu, on est dans le gris. Ils n'osent pas dire pourquoi ils sont contre la ligne 29. Ils n'osent pas dire. Donc, est-ce qu'il y a un accord tacite entre les responsables et les Américains d'une part, et d'une autre part entre les Américains et les Israéliens sur la question? Donc, on ne sait jamais. Mais les jours qui vont venir vont confirmer ou nier donc, cette hypothèse. Alors, le président de la République et le Premier ministre ont appelé le médiateur Amos Hochstein à revenir au Liban pour donc relancer ces négociations. Pensez-vous que cette demande mais au moins qu'ils répondent. Donc, Hochstein a présenté ses propos écrits. Jusqu'à présent, le Liban n'a pas répondu. Donc, ils peuvent au moins demander, M. Hochstein, pourquoi il a tracé donc, cette ligne qui est un peu de tout, un peu de la ligne 23, un peu de Hof, qui a aussi pris comme point de départ la ligne 1. D'accord? Donc, il faut prendre des actions concrètes, ne pas donc, dire des choses juste pour nier la responsabilité. D'accord? Donc, si on veut être en communication avec Hochstein, donc on peut faire un contact téléphonique, on peut faire une réunion sur Zoom, on n'est pas obligé de l'attendre de revenir au Liban pour faire des réunions et pour constater ce qu'on constate. Donc on est uniquement dans la forme plus que dans la forme, c'est ça. Donc malheureusement, on est dans la forme. Il n'y a pas vraiment une intention réelle de la part des responsables politiques libanais pour prendre des mesures concrètes vis-à-vis de la délimitation des frontières maritimes du Sud. Pourquoi? On peut discuter pour plusieurs raisons. Peut-être ils attendent la signature de l'accord nucléaire iranien. Peut-être ils n'ont pas jusqu'à présent le green light de Hezbollah. Peut-être ils ne sont pas à la hauteur de prendre une telle mesure qui reflète de la souveraineté du pays, malheureusement. Donc pas d'escalade sécuritaire en vue? On ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc, d'ailleurs, le Liban a tous les outils diplomatiques, politiques, entre ses mains, donc il a la loi internationale, donc, qui est un outil majeur aujourd'hui qu'on peut utiliser pour faire une contrebalance avec le fait accompli qui est l'arrivée donc, du bateau de la compagnie Énergie qui aura comme tâche essentielle le début de l'extraction du gaz. Alors quelle démarche diplomatique vous préconisez? Bon, tout d'abord, il faut avertir donc, la compagnie Énergie donc, qui est côté bourse à Londres. Donc, on peut faire, donc, on peut avertir. On peut lancer un avertissement vis-à-vis de cette compagnie. De 2, on peut modifier donc, le décret 6433
et notifier donc les États-Unis que le Liban il a adopté officiellement de nouvelles bordures au sud. Cheb El-Skaf, merci pour cet éclairage. Merci pour la réception et pour vos questions aussi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos réseaux sociaux.